L'agriculture est la culture de la terre. Agriculteur, nom masculin. Les agriculteurs se plaignent de la sécheresse, ceux qui cultivent la terre. Cultivateur, agricole, adjectif. Les tracteurs sont des machines agricoles servant à l'agriculture. Je suis un pur jus de l'agriculture productiviste. Donc mes parents étaient agris, avec un modèle de développement des 30 Glorieuses, où on a demandé aux agris de produire tout en plus. Alors il y a eu une époque où c'était tout à fait justifié, puisqu'on manquait de nourriture. J'ai bossé 20 ans en production porcine. C'est un métier que j'ai adoré, mais où très vite je me suis rendu compte que la filière bouffait les producteurs, quoi, où on n'avait plus notre mot à dire. Voilà, fallait bosser, on était payé bassement et tout le temps, produire plus, avec une pression de la société en plus qui augmentait. Manifestement, il y avait de la pollution, manifestement, il y avait une qualité de la viande qui baissait, enfin. Voilà, c'était plus du tout satisfaisant. À un moment donné, donc j'ai eu la possibilité, étant salarié, de changer de système. Et c'est tout naturellement, je me suis lancé dans le bio. C'était aussi un tournant dans ma vie où je me suis dit, l'agriculture que je connais, elle m'emmerde, pour être très clair. Et le prix payé fait que on fait du n'importe quoi et on doit aller très vite parce que c'est une obligation. Moi, non, j'avais envie de repartir sur des bases saines. Il y a d'autres agricultures possibles et je me lance dans un truc. J'ai tout à apprendre, que ce soit la transfo, la commercialisation, mais surtout l'agriculture bio. C'est aussi un outil économique, l'exploit. C'est une entreprise et donc il fallait apprendre très très vite pour pas se bananer, quoi. J'avais plus envie de tout maîtriser, quoi, au fond des choses. Il y a une part d'incertitude dans l'agriculture biologique. La nature est toute puissante, quoi. Il faut composer avec ce que le sol et le climat veulent bien nous donner. Donc là, c'est la vieille machine à yaourt. Donc elle date des années 75, mais ça fonctionne super bien. Elle fait 4000 pots à l'heure. Donc ça déblaye, quoi. Il y a du rendement, quoi. Yaourt 2,22. Voilà, messieurs, dames. Je comptais. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Strotres et je travaille à BTC avec mon mari sur notre exploitation agricole bio. Nous avons 5 filles entre 12 et 21 ans et exploitons donc notre ferme depuis 1990. Lorsque nous avons repris cette exploitation en 1990, c'était déjà une exploitation diversifiée avec des vaches, des porcs et aussi des pommes de terre. Moi, j'ai étudié, j'ai fait une formation en agriculture et en fait, je suis arrivée ici juste après pour rejoindre donc mon amoureux, mon mari, qui reprenait l'exploitation de ses parents. Et pour nous, l'idée d'une exploitation agricole entièrement biologique était évidente. Ça partait vraiment de nos principes et du cœur. Ein bisschen kann man sagen, dass es ein kleiner Mädchentraum ist. Ich habe immer die Tiere geliebt. Die Kühe waren meine Lieblingstiere. On peut dire déjà que ça a toujours été mon rêve de petite fille parce que j'adore les animaux, notamment les vaches. Es gibt ganz viel gesellschaftliche Probleme oder Umweltschutz. Et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes sociaux, sociétaux, notamment le changement climatique, auxquels une exploitation biologique peut apporter des réponses. Mich hat schon als ganz junges Mädchen ein brasilianischer Quand j'étais jeune, j'étais préoccupée par toutes ces idées-là et j'ai vu l'interview d'un paysan brésilien qui travaillait dans une coopérative qui expliquait qu'en fait, le meilleur moyen de rééquilibrer les relations nord-sud, ce serait qu'en fait, nous, de notre côté, nous ayons une agriculture totalement en autarcie, indépendante, autonome.
Ja, die nachhaltigste Landwirtschaft ist die Et il est sûr qu'une exploitation la plus durable possible, c'est celle qui dépend entièrement des ressources locales à disposition que le sol offre. Und dann war es für mich die schlüssigste Form zu leben. Et pour moi, c'était vraiment une forme, un mode de vie le plus abouti possible, où en fait on peut vivre en autosubsistance et ne pas dépendre de systèmes industriels ou autres. Bis hin zu den Problemen, die man direkt vor Ort erlebt. Et le fait d'avoir cette activité-là, ça permet de voir comment la nourriture se fabrique, se produit, et ça laisse un héritage durable aux générations futures et un héritage sain. Die lassen auch eine gesunde nächste Generation heranwachsen. Contrairement à beaucoup d'agriculteurs qui se sentent un peu victimes de la pression médiatique, du grand public, d'être accusés de pollueurs, moi je me sens très à l'aise parce que j'ai l'impression que justement je réponds à ce qu'attend la société. Quand je discute, que ce soit dans des repas de famille avec des gens qui ne sont pas agriculteurs et tout, je suis très à l'aise et je sens que le grand public et le consommateur est content de savoir qu'il y a ce type d'effort qui est entrepris et je me dis que je vais dans le bon sens. Ça, on va dire que c'est plus de la satisfaction personnelle, mais c'est important parce que c'est ce qui permet d'être bien dans ses baskets et de continuer d'avancer. Après, il y a le discours politique qui affiche la volonté. Je participe au programme Ecophyto qui vise la réduction de 50% des pesticides. Donc c'est très bien, mais au-delà du discours politique, les actes sont souvent pas forcément en cohérence. Par exemple, sur la réforme de la PAC, ce qui est proposé actuellement, ça ne va pas amener un changement radical. On peut continuer ici à faire de l'agriculture intensive comme avant, tout en répondant aux critères qui sont censés apporter un verdissement de la PAC. Et ce qu'on regrette pour les agriculteurs qui sont engagés dedans, c'est qu'au démarrage, on prend des risques pour changer ce système, changer ces techniques, parce qu'il y a des choses dont on n'a pas de référence, on n'est pas soutenu par des organismes de conseil technique qui répondent plus aux attentes de la production de masse. Donc ces risques-là, on les prend sur nous-mêmes et c'est un risque économique qu'on prend sur notre exploitation. Et à la limite, si on ne voulait pas prendre de risques, on ne changerait rien. Alors mon père, en fait, il m'a dit dès le début qu'il était conscient qu'on ne pourrait plus continuer comme lui l'avait fait depuis 30 ans. Parce que voilà, il y a la pression sociale, il y a les médias, il voit bien qu'il y a des limites. D'autre part, quand je me suis installé, en fait, on a commencé à rencontrer concrètement sur nos parcelles des limites de la chimie. C'est-à-dire qu'on avait des parcelles où ils faisaient que des cultures d'hiver depuis 10 ans, où on avait une mauvaise herbe qui se développait et même la chimie n'arrivait pas à bout. Donc la seule solution là, c'était d'y aller par l'agronomie. Donc c'est sûr que ça le bouscule parce que des fois j'introduis des changements, voilà, comme cette année où je mets du colza derrière des févroles, qui n'est pas quelque chose qui se fait dans la plaine. Donc sur le coup... voilà, il était inquiet parce qu'il va y avoir des concurrences. Et puis, au final, il voit que le colza se développe bien, que le désherbage mécanique, finalement, ça marche aussi bien et que ça nous permet d'améliorer la qualité du désherbage aussi. Donc, au début, il était en réserve et il me mettait en avant des limites que j'allais rencontrer, heureusement, parce que ça m'a permis aussi de prendre mon temps et peut-être d'éviter d'aller trop vite dans des impasses. Aujourd'hui, il commence à voir que finalement, c'est des méthodes qui fonctionnent aussi, quoi. Donc, je pense qu'il est aussi content de voir que la ferme s'adapte aux changements indispensables et qu'il y aura une suite. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'assurer la transition et de permettre que mon père, qui part petit à petit en retraite, puisse être remplacé très rapidement sur la ferme, quoi. Je vais replanter le maïs ici la saison prochaine. Donc il ne faut pas que les herbes s'y grandissent beaucoup. Parce que quand ça va mûrir, je vais enlever ça du champ. J'apporte ça au village. Je sèche alors ça au soleil. Et les poulets ne peuvent pas grandir s'il n'y a pas le maïs. Chaque jour, moi, je m'en vais au champ. Après avoir travaillé au poulailler le matin, au retour, c'est le champ. C'est mon travail que je fais tous les jours, sauf si je suis malade. Si moi, je ne suis pas malade, mon champ, c'est chaque jour. Parce que c'est là que je mène ma vie, la vie de mes enfants, c'est le champ. Quand vous entendez que les paysans meurent, les paysans, les agriculteurs, donc c'est notre bureau, non?
ce matin, tu as vu le champ de maïs. Vraiment, les poulets congelés m'ont fait même abandonner l'élevage. Parce que quand le poulet congelé est arrivé, on n'avait plus moyen de vendre le poulet. C'est tout le monde qui tombait sur le poulet congelé. En fait, poulet congelé, c'est les découpes de poulet qui venaient de l'Europe, dans des cartons, dans des conteneurs, et qui arrivaient, qui circulaient, et qu'on vendait à même le sol, sur des étagères, tantôt réfrigérés, tantôt décongelés, qui n'obéissaient à aucune mesure d'hygiène, et surtout qui coûtaient très moins cher par rapport au poulet local. C'est que le poulet congelé, premièrement, le transporter était facile, et deuxièmement, c'était aussi moins cher. Alors, l'impact économique a été extrêmement grave. Tout le monde a fermé, tous les élevages avaient fermé. Et quand on a lutté contre le poulet congelé et que le poulet congelé est reparti, c'est en ce temps-là que j'ai repris l'élevage. En taxant les poulets congelés, ça faisait en sorte que ça réduisait énormément les marges bénéficiaires des importateurs. Ça mettait le consommateur devant deux choix possibles. Nous sommes allés en Europe, on a même plaidé. Le président de la République a même dû s'entretenir avec quelques parlementaires européens pour leur dire, mais écoutez, dans vos discours, vous dites que vous allez aider l'Afrique, vous allez aider les pays sous-développés. Mais aidez-les en arrêtant de subventionner vos producteurs pour détruire nos producteurs. Vous ne pouvez pas, après cela, parler de l'aide au développement. Si je vous dis que la maison-ci, c'est l'élevage qui m'a fait construire cette maison, vous n'allez pas ignorer ça. Une belle maison comme ça. Donc, ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que, or que Camerounais, consommons nous-mêmes notre poulet. Or, c'est bien comme ça parce que notre poulet qu'on élève, c'est bon de le consommer nous-mêmes. Les poulets congelés, on a laissé ça. Quand on se préoccupe d'écologie, on ne peut pas ignorer l'agriculture. Parce que selon les modèles agricoles que l'on soutient ou que l'on développe, on peut avoir des impacts positifs ou des impacts négatifs. Quand on s'intéresse à l'économie, on devrait s'intéresser à l'agriculture parce que c'est quand même le premier budget européen. Quand on s'intéresse à l'environnement également, quand on s'intéresse à l'énergie aussi, parce que mine de rien, l'agriculture est un mode de production très énergivore aujourd'hui. Donc voilà, ça touche toutes les thématiques environnementales. Puis au passage, ça fait quand même partie, sans faire de mauvais jeu de mots, de la culture française. On a 50% de notre territoire qui est un territoire agricole, avec un monde paysan qui est souvent en souffrance, avec un dialogue entre les citoyens, les consommateurs, les agriculteurs qui est parfois difficile, avec parfois des préjugés dans un sens et dans un autre. Donc c'est un sujet passionnant. C'est passionnant en plus parce que contrairement à ce qu'on croit, l'agriculture écologique ou l'agroécologie, c'est pas du tout une démarche archaïque. C'est une démarche très moderne. Parce que c'est une association parfois de techniques très sophistiquées, tout en conservant les acquis de la tradition. Voilà. Ce qu'on peut appeler le bon sens paysan. C'est un sujet très important parce que ça touche à tout, ça touche au rapport nord-sud. Quand on subventionne nos exportations, on fait en sorte que, par exemple, pour parler de l'expérience d'une de nos agricultrices au Cameroun, il fut un temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, où les poulets qui arrivaient d'Europe étaient moins chers que les poulets qui étaient produits localement. Comment on tue des économies vivrières avec des politiques agricoles communes qui ne tiennent pas compte de cette solidarité élémentaire?